Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jessica et je suis membre du comité communication de Gabon Égalité. Donc, depuis que nous avons lancé nos réseaux sociaux et nos comptes sur les différents réseaux sociaux, nous avons constaté que vous, les internautes, aviez pas mal de questions et de commentaires sur les différentes thématiques abordées par le programme Gabon Égalité. C'est pour cela que nous avons décidé de lancer ces lives qui nous permettront de poser vos questions à des experts sur ces différentes thématiques. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer la discussion avec Maître Morgiane Andon-Eman Bitegué, qui est avocate au barreau du Gabon, qui répondra à vos questions relatives aux droits de la famille et plus particulièrement à la question de la garde des enfants. Donc nous avons déjà identifié une première série de questions dans les commentaires, mais n'hésitez pas à partager vos questions dans ce direct et je ferai le nécessaire pour les poser à notre expert. Donc sans plus tarder, on va inviter Maître à nous rejoindre. Maître, la caméra semble être... Ah, voilà, parfait. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, bonjour. Ok, bonjour. Merci à vous de nous accorder votre temps pour ce direct. Donc, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez difficile. D'après les commentaires que l'on lit, on voit que c'est un sujet qui est quand même assez épineux. Donc, la garde des enfants à la séparation, au divorce des parents. Et nos questions, oui, notre première question, c'est de savoir, en général, que dit la loi sur cette question de la garde des enfants en cas de séparation des parents? Alors, déjà, je vous remercie et on va rentrer directement dans le vif du sujet sur la question de la garde juridique des enfants en République gabonaise. Il faudrait déjà que l'on ait à l'esprit que l'autorité parentale d'un enfant est assurée autant par le père que par la mère, qui exerce sur ce dernier tant des obligations que des droits. Donc, il n'y en a pas un qui justifie de plus de droits que l'autre sur l'enfant et il pèse absolument sur chacun d'entre eux une obligation alimentaire à l'égard de cet enfant, principalement donc l'éducation, l'entretien et la santé. De sorte que le parent qui a la garde juridique de l'enfant a la possibilité de contraindre celui qui n'a pas la garde, de subvenir aux besoins de cet enfant. D'accord? Donc, la garde juridique peut autant être reconnue au père qu'à la mère. J'ai vu par rapport aux commentaires, surtout sur la question de la disposition de l'article 481, qui parle de la garde juridique, en fait, en disant que l'enfant qui a entre 0 et 5 ans inclus est sous la garde de sa maman. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Quand un enfant est aussi petit, obligatoirement, il faudrait qu'il soit gardé par sa mère qui a plus cette tendance à la maternité que le papa. La même disposition vous dit qu'à partir de l'âge de 6 ans, l'enfant regagnera le foyer de son père. D'accord? Regagnera, parce qu'on a malheureusement tendance à croire qu'il s'agit des rechefs d'une obligation. Que dès que l'enfant a 6 ans, obligatoirement, il doit regagner le foyer de son père. Non. La question, l'obligation n'est pas entourée par cela. D'accord? Il y a le principe, puisqu'il s'agit d'un principe, et il y a des cas exceptionnels. Donc, autant déjà pour la base, le père
que la mère peut avoir la garde juridique des enfants. Vous avez soulevé la question de la séparation. Là, j'ai préféré mettre l'accent sur la question générale, d'accord? Parce qu'on a des couples qui n'ont jamais été mariés, on a des personnes qui ont eu un enfant ensemble, qui n'ont pas été liés par le lien de mariage et qui ont eu une relation qui a donné naissance à un enfant. Donc, c'était pour ce principe. C'est la même chose lorsqu'on est divorcé, puisque c'est ça qu'il s'agit. Lorsqu'on est divorcé, la garde juridique des enfants est déterminée. Pour les parents qui se séparent à la suite d'un divorce, la garde juridique est déterminée dans le jugement de divorce, selon le parent qui, naturellement, offrira les meilleures conditions pour garder cet enfant, partant du principe qu'on tient compte de dispositions de l'article 481. Si les enfants ont moins de 5 ans, si la mère peut subvenir à leurs besoins, les enfants resteront avec la maman. Il advient des cas, malheureusement, lors du divorce, la maman n'ayant pas d'emploi, la garde juridique, si le père la sollicite, lui sera conférée à charge naturellement pour la mère d'avoir un droit de visite et d'hébergement. Donc, il faudrait qu'on évacue ce cliché selon lequel, obligatoirement, les enfants, lorsqu'ils ont moins de 5 ans, vivent avec leur maman et lorsqu'ils ont plus de 5 ans, vivent avec leur papa. Non. Le législateur a entouré cette question tant de cette exception, de ce principe, mais de l'exception selon laquelle les parents peuvent apporter, d'accord, les conditions qui entoureraient naturellement, puisque ce qui prime, c'est l'intérêt de l'enfant. D'accord? Donc, ça, c'est le principe pour ce qui concerne la garde juridique des enfants. Voilà. Merci, maître. Donc ici, on a eu le principe général. Et maintenant, je vais vous poser des questions sur des cas particuliers que les internautes nous ont remontés. Ce sont souvent des expériences personnelles. Donc, on va commencer avec un premier commentaire qui dit ce n'est pas normal qu'une femme qui souffre elle-même pour manger garde un enfant qui a un père qui peut bien le nourrir et en plus qui vit bien dans une maison où l'enfant est en sécurité. Ce n'est pas normal que tu décides de garder l'enfant et moi je dois te payer pour ça, alors que quand moi je garde mon enfant, tu ne me payes pas. C'est ça qui encourage les femmes. Et souvent, on oblige le père d'être avec une femme pour garder l'enfant, mais pourquoi on n'oblige pas la femme d'avoir un homme? Est-ce normal qu'un enfant grandisse sans père? Une question difficile, hein? Un cas difficile. Point du tout, point du tout. C'est juste que ce sont des questions effectivement qui ont plus un caractère passionnel que légal en réalité. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'autorité parentale est partagée par les parents. D'accord? Les considérations personnelles n'existent pas lorsqu'il s'agit de l'intérêt de l'enfant. Une mère ne peut pas interdire à son enfant de voir son père. Parce qu'en réalité, on parle plus du point selon lequel on ne voudrait pas que le père voie son enfant. Et vous voyez que du coup, on ne pense pas à l'intérêt de l'enfant. Et aucun père ne peut refuser de subvenir aux intérêts de son enfant au motif pris de ce que la mère, d'accord, refuserait qu'il le voie. Son obligation est alimentaire. Il doit s'occuper de son enfant. Il n'en a pas la garde, il doit s'occuper. S'il estime justement que ses droits sont violés en raison de ce qu'il paye une pension alimentaire et il ne voit pas l'enfant, il a la possibilité de saisir le tribunal. D'accord? Pour pouvoir exercer ce droit, il saisit le tribunal aux fins de garde juridique, s'il entend récupérer cet enfant, ou à tout le moins aux fins d'un droit de visite et d'hébergement. Toutes ces questions sont entourées, d'accord, et prévues par les dispositions du Code civil. D'accord? Donc, est-il normal qu'un père qui ne s'occupe pas de son enfant ait le droit de le voir? D'accord? Je vous dirais oui. Parce que la mère qui a la garde de cet enfant et qui se rend bien compte
que le papa ne participe pas, hein, viole donc les dispositions du Code civil, a la possibilité de saisir le tribunal pour le contraindre à le faire. Il en est de même pour, pour le papa qui a ce désir de voir avec lui son enfant, de voir grandir son enfant, d'accord, parce que ce sont des cas exceptionnels. Tout le monde voudrait avoir un foyer constitué du père et de la mère. Mais nous observerons que la plupart du temps, il s'agit de foyers où il n'y a qu'un père et les enfants, ou la mère et les enfants. Donc, dans ces cas de figure, on ne peut pas bafouer les intérêts de l'enfant. Si l'enfant a un père et que la mère a la garde, elle doit permettre à cet enfant de voir son père. Si le père ne veut pas voir l'enfant, ou si du moins le père veut voir l'enfant et refuse de payer la pension alimentaire et refuse de s'en occuper, elle a le droit de saisir le tribunal aux fins de contraindre ce dernier. Pareil, si le père aujourd'hui a la garde juridique, parce que vous avez soulevé une question qui revient très souvent, où les pères disent pourquoi lorsque moi j'ai pas la garde de l'enfant, je n'ai sur l'enfant qu'un droit de visite et d'hébergement, pourquoi moi je devrais payer la pension alimentaire et comme moi je garde l'enfant, je n'ai pas le droit. Mais le législateur n'a jamais dit que la mère ne devait pas payer de pension alimentaire. Le parent qui a la garde de l'enfant peut solliciter du tribunal que l'autre parent, d'accord, subvienne aux intérêts de l'enfant. Que ce soit le père ou la mère. Que ce soit le père ou la mère. Et la loi le dit clairement, c'est selon naturellement les moyens dont dispose, d'accord, l'un ou l'autre. Si le père a la garde juridique de son enfant, par exemple, l'enfant qui a plus de 6 ans et qui a regagné le foyer de son père, le père a la garde juridique et il gagne moins que la mère. La loi ne lui interdit pas de solliciter du tribunal que la mère, et parce que c'est son obligation à elle également, d'accord, que la mère lui verse une pension alimentaire pour sa part contributive, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. C'est de la part contributive de l'un et de l'autre des parents. Un père qui a la garde juridique des enfants, qui n'a peut-être pas les moyens pour satisfaire ou subvenir amplement à tous les besoins de cet enfant, peut solliciter du tribunal que la maman soit condamnée à lui verser une pension alimentaire qui tiendrait compte naturellement de ses revenus à elle aussi. Donc c'est normal. Ok, donc parce que quand je relis le message, j'ai l'impression qu'un des problèmes de l'internaute, c'était de dire que pour l'enfant, pour l'instant, c'était la mère qui gardait l'enfant, alors qu'elle avait moins de moyens et que lui devait payer la pension. Mais c'est vrai aussi que d'un autre côté, peut-être qu'ils ne sont pas passés par le tribunal et c'est un arrangement entre les deux qui fait que la mère, pour l'instant, garde l'enfant. Et lui, il a ce sentiment, c'est peut-être une... Et là, à ce moment, elle a la garde de fait. Ouais, d'accord. C'est ce qu'on dit, la garde de fait de l'enfant. Même si l'enfant vit avec sa mère depuis la naissance et qu'il a aujourd'hui 5, 6, 7 ou 8 ans, c'est une garde de fait. C'est une garde de fait et naturellement, il faudrait régulariser tout ça en saisissant le tribunal pour déjà obtenir la garde juridique de l'enfant et en tout le moins solliciter que le père lui reverse une pension alimentaire pour l'éducation, l'entretien et la santé de l'enfant. Ok, très bien. Merci, maître. Un bon conseil, je pense, pour cette personne. Donc, l'idée, c'est ici d'aller à la justice pour que l'un des deux parents puisse obtenir la garde juridique de l'enfant. Donc, c'est légaliser, on va dire, la situation qui est une situation de fait pour l'instant. Et après, il y aura ces questions de demander la pension alimentaire. Mais comme vous nous l'avez dit, aussi bien le père que la mère qui a la garde de l'enfant peut demander une pension alimentaire à son ex-conjoint. Parfaitement, parfaitement. Très bien. Donc, même moi, j'apprends beaucoup avec vous. Donc, tant mieux, le législateur, il a tout prévu. Hein. Tout à fait. Ah, on a une question qui est liée justement au premier point, ici maintenant, qui dit comment obtenir la garde juridique d'un enfant dont le père est absent. Donc, j'imagine la question, c'est de savoir si une mère est seule, le père est absent. Quand on dit absent, est-ce que c'est absent depuis longtemps? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce il ne donne plus signe de vie?
J'imagine que c'est ça, parce que si c'est juste absent en voyage, c'est peut-être pas. Il y a, la solution est là. Mais si, disons, le père n'est pas là, qu'on n'arrive pas à le retrouver ou autre, comment la femme peut-elle obtenir la garde juridique de l'enfant? Alors déjà, il faudrait savoir, lorsqu'on dit comment obtenir la garde juridique de l'enfant dont le père est absent, il faudrait savoir est-ce que la mère qui pose cette question a la garde de fait? Est-ce que l'enfant est avec elle et qu'elle voudrait entourer, d'accord, cette situation de fait de façon légale? Ou alors l'enfant demeure avec un tiers et elle sollicite, étant entendu que le père n'est pas présent, elle sollicite avoir la garde de cet enfant, donc la garde physique et légale de cet enfant. On va répondre dans tous les deux contextes. Si la mère a la garde de fait de l'enfant, l'enfant vit avec elle, mais elle a la garde de fait, c'est-à-dire que l'enfant est né entre ses mains, il a grandi avec elle. Aujourd'hui, pour les questions administratives et autres, elle voudrait entourer cette situation d'un aspect légal. Elle a la possibilité de faire constater l'absence, parce qu'il ne suffit pas de supputer sur l'absence du père. Parfois, on a des pères, j'ai envie de dire, qui sont là, mais qui ne se manifestent pas dans la vie de l'enfant. Et dans ces cas de figure, il faut faire constater justement l'absence du père et solliciter du tribunal qu'il vous confie légalement, juridiquement, la garde juridique de cet enfant. Ça, c'est le point où la mère vit déjà avec l'enfant. Ensuite, il y a des cas où l'enfant est gardé de fait par un tiers. La plupart du temps, c'est par la mère du papa, le frère, la sœur du papa. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque les parents sont vivants, ils exercent tous deux l'autorité parentale. Si votre enfant a un père qui est vivant ou a une mère qui est vivante, il n'est pas admis, d'accord, qu'un tiers garde cet enfant au détriment du parent qui n'en a pas la garde de fait. Et à ce moment-là, naturellement, vous pouvez vous-même solliciter la garde juridique de votre enfant qui est gardée par une tierce personne. D'accord? Puisque vous exercez sur cet enfant, sauf s'il est démontré le contraire. D'accord? Parce qu'il y a des cas d'incapacité, il y a des cas où effectivement la maman, elle n'a pas d'emploi, elle a pas de domicile. D'accord? Naturellement, si on va sur la question de l'intérêt de l'enfant, si c'est sa grand-mère qui en a la garde de fait, d'accord, il faudra qu'elle puisse démontrer devant le tribunal qu'elle a la capacité de garder son enfant. Le principe étant que l'enfant est gardé par son père ou par sa mère. L'exception est que le parent qui n'a pas la capacité, d'accord, de garder cet enfant ne peut pas valablement solliciter dans l'intérêt de cet enfant d'en avoir la garde juridique. Voilà. Ok, et comment on fait pour faire constater cette absence? On aura réussi à répondre Non, on va pas. Ouais, à la exactement. réponse. Parce qu'elle n'était pas très claire à un moment donné. Mais après, elle a expliqué que c'était bien l'absence du père parce qu'il ne donne plus signe de vie et elle demande comment on fait constater cette absence. Le constat, il est fait par tout moyen. Dès l'instant que vous avez même des témoins, vous pouvez faire constater par voie d'huissier sur la base d'audition, d'accord, sur la base d'audition de témoins, de voisins qui prouvent bien que oui, cet enfant, il est né en telle année, son père présumé est tel, mais qu'il n'a jamais, d'accord, été dans sa vie. On a même déjà l'élément flagrant de la non-reconnaissance formelle de l'enfant dans l'acte de naissance. D'accord? Parce que vous pouvez mettre le nom du père dans l'acte de naissance. Si la mention 5 n'est pas respectée en ce que le père l'a formellement reconnu, ce constat est déjà le premier. Le second constat, c'est justement le quotidien de l'enfant qui est jonché par l'absence de ce père. Donc, il y a déjà la garde de fait qui est là. Vous formalisez juste au niveau du tribunal en sollicitant que cette garde soit désormais légale pour vous permettre librement d'exercer pleinement l'autorité parentale sur l'enfant. Ok, très bien. Il ne faut pas juste décider que le père est absent, donc comme il est absent, c'est moi qui en ai la garde et le père ne pourra plus avoir de droit. Pas du tout. Ouais, tout à fait. Pas du tout. Ok, très bien. On a un autre commentaire qui dit qu'il a l'impression que les lois qui ont été adoptées favorisent uniquement les femmes. Parce qu'une femme qui confisque volontairement son ou ses enfants pour bénéficier de la pension alimentaire, quand bien même leur père est capable de les prendre en charge, et lorsqu'il ne paye pas,
Ne serait-ce qu'un mois de cette pension, c'est lui que les affaires sociales poursuivent et non la mère qui les garde en captivité. Alors, je pense qu'à chaque fois que je vais intervenir, je rappellerai, d'accord, le principe selon lequel tant le père que la mère ont les mêmes droits sur l'enfant. Ça, c'est le principe. Il n'est pas possible pour une mère ou pour un père de confisquer un enfant. Ça, ce sont des faits. En droit, d'accord, chaque parent a la possibilité de saisir le tribunal. C'est entouré des dispositions du Code civil, de saisir le tribunal lorsqu'il aura fait naturellement constater, hein, ces faits, parce qu'il faut bien les faire constater, le fait d'avoir essayé de s'être vu opposer une fin de non-recevoir lorsqu'il veut voir son enfant, et qu'à chaque fois, aujourd'hui, on a l'avantage des téléphones, d'accord, où vous allez envoyer un message, vous allez appeler la mère de votre enfant et qu'elle vous répondra qu'elle ne veut pas, qu'il faudrait payer la pension, que le droit de voir l'enfant est conditionné par la pension alimentaire, d'accord, non. C'est vrai en ce sens que, oui, il a l'obligation de payer. Ça, c'est un fait Il a qui est là. l'obligation de Il a l'obligation de payer. si la mère a la garde juridique des enfants. Exactement. Parce qu'on a répondu tout à l'heure, si le père a la garde juridique des enfants, il a le droit de solliciter de la mère une pension. Mais partez toujours du principe selon lequel c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Vous ne pouvez pas priver l'enfant, d'accord, de son père ou de sa mère au motif que ce dernier ne paye pas la pension alimentaire. S'il est constaté de façon flagrante que c'est délibérément que le père ne le fait pas, vous saisissez le tribunal pour contraindre ce dernier au paiement d'une pension alimentaire. Il est des cas où, effectivement, même avec des condamnations, les parents décident de ne pas le faire. Je suis tenue de donner cette piste-là, mais un père qui a un emploi stable ou une mère qui a un emploi stable, c'est selon celui qui a la garde juridique, il peut prendre sur la rémunération de ce dernier pour payer la pension alimentaire de l'enfant. Donc, ce n'est pas un argument qui est recevable ou qui est valable de dire qu'il ne paye pas, donc il ne verra pas l'enfant. Ou pour le père de dire, comme je ne vois pas l'enfant, ben je ne paye pas. Là, l'un et l'autre, vous violez les dispositions de la loi. Les dispositions qui vous obligent, d'accord, à nourrir l'enfant, à soigner l'enfant, à entretenir l'enfant. Vous ne pouvez pas conditionner votre obligation à une autre obligation. Vous êtes tenu, vous respectez. Si l'autre ne respecte pas, vous saisissez le tribunal. Parce que les affaires sociales ne rendent pas de décision contraignante. Les affaires sociales sont naturellement là, je pense, pour accompagner, d'accord, les personnes lorsqu'elles rencontrent des difficultés. L'avantage avec le tribunal, c'est que ce sont des décisions de justice et les décisions de justice s'opposent à tout le monde. Lorsqu'une décision de justice est rendue, vous êtes tenu de la respecter, sinon vous serez poursuivi pour non-exécution d'une décision de justice. Donc, aujourd'hui, un père qui est privé de ses enfants parce qu'il ne paye pas la pension alimentaire, il faudra d'abord qu'il justifie les raisons pour lesquelles il ne les paye pas alors qu'il s'agit d'une obligation. Il en est de même pour la mère qui n'a pas la garde juridique des enfants et qui estime que le père, parce que c'est des cas qui viennent fréquemment, il est marié, il est de nouveau en couple et il ne veut pas que je voie mes enfants. Elle a la possibilité de saisir le tribunal et il sera contraint de lui donner des enfants pour qu'elle puisse jouir pleinement de son droit de visite et d'hébergement. Ok, très bien. Parce qu'on avait une autre question qui était, bon, vous avez déjà répondu, donc c'était que dire aux femmes qui empêchent aux géniteurs d'avoir accès à leurs enfants après divorce ou séparation. Mais la solution, c'est vraiment aller au tribunal et avoir Voilà. cette autorisation. Alors, aller au tribunal. Exactement. Mais bon, maintenant, il y a la question, bon, peut-être c'est une question, on pourra en parler plus tard, mais c'est vrai aussi que aller au tribunal, ça nécessite engager un avocat, ce sont des frais que tout le monde n'a pas.
Et c'est peut-être aussi une des barrières et un des freins qui empêchent les personnes de sortir de ces situations de fait pour avoir des situations qui sont légalisées et protégées juridiquement. Alors, ça n'avantagera pas forcément l'avocat que je suis, d'accord? Mais le service du tribunal est déjà d'abord un service public, d'accord? Lorsque que vous justifiez de moyens nécessaires ou pas, lorsque vous êtes confronté à une situation comme celle-là, ou pour une mère, je vais prendre l'exemple de la mère qui n'a pas la pension alimentaire du père, dont le père refuse de remplir ses obligations alimentaires à l'égard de l'enfant, elle se rapproche du tribunal au greffe de la famille qui lui expliquera naturellement quelles sont les pièces qu'elle aura à fournir pour saisir valablement le président du tribunal en demande. Naturellement, il y a des frais qui sont entourés de ça. Vous n'êtes pas tenu de vous attacher les services d'un avocat pour ces questions, mais effectivement, c'est une sphère assez inconnue et parfois effrayante pour certains justiciables. Il ne vous coûte pas grand-chose de demander conseil. Tant à l'avocat, voilà, aujourd'hui, certains justiciables ont l'avantage qu'on puisse discuter de ça. Il faut toujours quand même se rapprocher des services du greffe de la famille parce que le législateur il a tout prévu pour ces questions-là. Il a tout prévu et il faut garder à l'esprit que l'intérêt de l'enfant prime et que chacun des pères et des mères a des obligations, a des droits qu'il faut pouvoir faire valoir. Donc, euh, l'argument selon lequel l'accès à la justice est difficile, je trouve que c'est assez léger. Ok. C'est assez léger. C'est intéressant, merci d'avoir précisé ces questions-là. On a aussi une autre question qui demande à partir de quand s'applique la décision de justice en matière justement de garde des enfants. Une fois que la décision de justice est rendue, décision qui naturellement confie la garde juridique de l'enfant soit au père, soit à la mère, il faut prendre un huissier de justice qui va notifier cette décision à celui qui n'aura pas la garde, pour qu'il sache qu'à compter du jour où cette décision lui est notifiée par voie d'huissier, non pas par SMS ou par téléphone, d'accord, mais par voie d'huissier, à partir de ce moment, cette décision peut être exécutée. À partir de ce moment, le père qui reçoit ou la mère qui reçoit cette décision a l'obligation de payer. Oui, il y a les voies de recours qui sont là parce que celui qui n'est pas d'accord peut naturellement faire appel, mais une fois que le jugement est rendu, que le jugement vous est délivré et que vous avez pris l'huissier qui a notifié, vous pouvez valablement faire exécuter. Et tout à l'heure, j'ai soulevé la question selon laquelle certains, en dépit de ce qu'ils reçoivent notification de ces décisions, mais décident de ne pas payer. Ben là, vous saisissez le procureur de la République en non-exécution d'une décision de justice et puis ben, là, c'est tout autre chose. Ok, très bien, merci beaucoup. Et où récupère-t-on la décision de justice, oui, pour pouvoir l'appliquer? J'imagine que si vous avez un avocat, j'imagine que c'est l'avocat qui va récupérer la décision. Si vous n'avez pas d'avocat, c'est la même démarche que vous avez faite au début. Vous avez déposé une procédure devant le tribunal, principalement au greffe de la famille. Le tribunal aura rendu sa décision. Vous récupérez votre jugement auprès du greffe de la famille et ensuite vous faites les diligences qui accompagnent naturellement l'exécution de ce jugement. ok, très bien. On a maintenant un quatrième cas qui nous dit, si ta copine qui a fui avec votre enfant depuis l'âge de 2 mois et que cet enfant a déjà 8 ans, mais sans nouvelles de son papa, et que tu aperçois ce dernier et récupère l'enfant par la force. Que dira la loi? Alors que je comprenne bien. Est-ce qu'il s'agit d'un tiers qui pose une question sur le cas de quelqu'un qu'il connaît? Non, je pense que là, c'est la personne qui parle de son cas, ou peut-être, donc, il Oui. a une copine ou une ex-copine qui est partie avec leur enfant quand l'enfant avait 2 mois. Maintenant, l'enfant a 8 ans, donc ça fait 8 ans que le papa n'a pas de nouvelles de son enfant et que l'enfant n'a pas de contact et de nouvelles de son père.
mais que maintenant le père aperçoit l'enfant peut-être à un événement ou dans la rue et qui décide de récupérer l'enfant par la force. Que Moi, dit je pense que la personne même a déjà répondu à sa question. D'accord. C'est une violation totale. D'accord. Il faut encadrer la chose de façon juridique. Si il a été constaté, d'abord, il aurait fallu le faire constater, d'accord, que l'enfant vous a été arraché, ou du moins que la mère a disparu avec cet enfant depuis l'âge de 2 mois. Je pense que lorsque vous retrouvez l'enfant à 8 ans, vous avez déjà quand même constitué un petit dossier. Vous avez fait déjà des démarches, entrepris des démarches pour retrouver cet enfant. Lorsque vous retrouvez l'enfant, le plus urgent est de faire constater naturellement que vous avez trouvé cet enfant. Vous ne pouvez pas le récupérer de force. Une fois que vous avez fait constater, vous saisissez le tribunal pour obtenir naturellement, et là, vous aurez naturellement les arguments en raison de ce qu'il y a eu pendant une durée bien longue privation des droits tant du père que de l'enfant par la mère. Et ces privations-là sont motifs, d'accord, de saisine du tribunal au fin d'obtenir de façon légale, juridique, appropriée et correcte la garde de l'enfant que vous n'avez pas vu. Après, il faut tenir compte de ce que l'enfant qui ne vous a pas connu depuis l'âge de 2 mois à 8 ans ne peut pas tout de suite valablement vivre avec vous. Le père a la possibilité, au lieu que de solliciter directement la garde juridique de l'enfant, sauf s'il est avéré que l'enfant vit dans des conditions délicates, il peut solliciter le droit de visite et d'hébergement de cet enfant-là pour permettre de renouer le contact avec l'enfant, après solliciter sa garde juridique, en tant entendu qu'à partir de l'âge de 6 ans, l'enfant peut valablement regagner le foyer de son père. Et dans ce cas, oui, dans ce cas, est-ce que si la personne avait suivi la procédure normale et n'avait pas essayé de kidnapper son enfant, est-ce que il a un recours un peu pour des dommages et intérêts envers la mère qui l'a privé de son enfant pendant ces 8 années, ces 8 années? Alors, vous me direz que le préjudice, il est patent en raison de la privation. La question est de savoir quel est l'objectif que vous recherchez par rapport à ça. D'accord? S'il s'agit uniquement de couvrir le préjudice par l'allocation de dommages et intérêts, oui. Les dispositions du Code civil ancien sont claires aussi. Tout fait qui a causé un dommage à autrui est réparable. Donc, s'il est constaté que pendant 8 ans, le père ou la mère, du moins, a été privé de son enfant, et que cette privation ou cette absence de son enfant lui a causé un préjudice moral, matériel, il peut solliciter la condamnation de l'autre partie à des dommages et intérêts. Donc, tout part vraiment du contexte dans lequel vous voulez vous retrouver. Est-ce qu'il s'agit uniquement pour vous de récupérer votre enfant, ou il s'agit de réparer également le préjudice que vous aura causé le fait de ne pas avoir été avec l'enfant toutes ces années? Donc, oui, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Le plus urgent étant de renouer naturellement avec l'enfant, et pourquoi pas de solliciter la condamnation du parent qui vous a privé de votre enfant des dommages et intérêts. Ok, c'est bon à savoir. On a aussi une autre question qui est liée à ce que vous en avez parlé au début, le principe du retour de l'enfant à partir de 8 ans, de 6 ans, je pense. De 6 ans. De 6 ans. Maintenant, une personne demande, pouvez-vous nous édifier sur les textes qui stipulent que le père, à partir de l'âge de 6 ans, de 6 ans, peut récupérer l'enfant? Parce que est-ce qu'il y a un texte ou bien c'est un principe? Alors, en droit, il y a toujours un texte. C'est pas un principe. Ce sont les dispositions, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'article 481 de notre Code civil, d'accord, dans sa première partie, qui nous dit que l'enfant est placé sous la garde de sa mère de 0 à 5 ans inclus. Voilà le principe.
un enfant qui a entre 0 et 5 ans vit avec sa mère, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, la maternité, tout ce qui entoure ces questions. À partir de l'âge de 6 ans, puisque lorsqu'on dit 5 ans inclus, c'est à partir de l'âge de 6 ans, l'enfant rejoint le foyer de son père. C'est l'article 481 qui le dit. Maintenant, il faudrait faire attention parce que l'interprétation de certains est que il s'agit d'une obligation. Si mon enfant est avec sa mère jusqu'à 5 ans, à 5 ans, je viens, je le prends de force, d'accord, et je le garde avec moi. L'enfant qui a 5 ans et qui vit avec sa mère et la mère voudrait garder cet enfant au-delà de cet âge, doit saisir le tribunal parce que à partir de 6 ans, il s'agit d'une garde de fait. Doit saisir le tribunal pour obtenir cette fois-ci la garde juridique de l'enfant parce qu'à partir de 6 ans, c'est plus elle qui a la garde de l'enfant, c'est le père. Ok. Si elle veut garder l'enfant vers elle, elle devra solliciter du tribunal l'obtention d'un jugement en garde juridique. Pareil pour le père qui constate naturellement que son enfant a 5 ans, a 6 ans désormais, et qu'il vit avec sa mère et qu'il voudrait le récupérer. Non, à moins qu'elle le donne parce que justement, tout sachant, elle le donne naturellement à son père. Lui, même, peut, sur la base uniquement de cette disposition, saisir le tribunal et dire mon enfant a 6 ans, je voudrais, d'accord, qu'il regagne le foyer paternel comme le prévoit l'article 481, je sollicite sa garde juridique. Voilà. Donc, il y a bien un texte qui entoure la question de l'âge à partir duquel l'enfant vit avec l'un ou l'autre des parents. Et maintenant, parce que c'est lié à une autre question qu'on a reçue, la décision d'accorder la garde de l'enfant au père à partir de 6 ans, est-ce qu'elle est juste liée à l'âge ou il y a d'autres considérations qui sont prises en compte? Parce que par exemple, on a une question d'une personne qui nous disait, je vis une situation où quelqu'un a fait 3 enfants avec ma sœur, il est incapable d'envoyer un bonbon, le plus grand a 7 ans en deuxième année, c'est papa et maman qui payent la scolarité des enfants, donc j'imagine c'est les grands-parents qui payent la scolarité des enfants. Dis-moi, un homme comme ça a-t-il le droit un jour de demander la garde de l'enfant? Alors, comme nous le disions tout à l'heure, le fait pour le père de ne pas vivre avec ses enfants ne l'exempte pas de l'obligation à l'égard de ces derniers. Pareillement, je dirais, le fait pour le père de n'avoir pas vécu avec les enfants, de ne pas avoir payé pendant toutes ces années une pension alimentaire, ne l'empêche pas de solliciter devant le tribunal la garde juridique de ses enfants. S'il a les moyens de les garder, il sollicitera la garde juridique pour décharger naturellement la mère, d'accord, de cette garde ou de ce traitement alimentaire qui est supporté uniquement par elle. D'accord. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus passionnel qu'autre chose parce que ce sont des faits que nous vivons presque tout le temps. Mais la loi, elle est claire. Vous ne pouvez pas, sauf si vous le décidez, priver l'enfant de ses droits alimentaires. Si vous avez des enfants que vous avez eus avec un homme et que ce dernier ne s'en occupe pas, il ne revient pas à vos parents de le faire sur le plan légal. Il vous revient de saisir le tribunal et d'obliger par une décision de justice le père à payer. Donc, il a la possibilité de venir 5 ans plus tard et dire, bon, moi je veux récupérer mes enfants. Vous ne pourrez pas vous opposer à cela parce qu'en réalité, vous n'aurez préalablement fait aucune démarche judiciaire tendant à le contraindre, lui, à remplir ses obligations. C'est dur, oui, mais c'est la loi. Tout à fait. J'ai un autre point ici qui dit le parent qui a la garde légale de l'enfant peut-il sortir du territoire gabonais sans avertir ou sans l'autorisation de l'autre parent qui assure ses obligations de parent? L'autorité parentale d'un enfant est assurée par ses pères et mères.
oui, vous avez la garde juridique. Vous allez même le voir sans que j'ai à répondre sur la question du droit. Lorsque vous voyagez avec un enfant, d'accord, on vous demandera toujours l'autorisation parentale. Tout à fait. Dans certaines, certaines ambassades, du moins en dépit du jugement que vous produisez, parce qu'en réalité, effectivement, la garde juridique, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est de garder physiquement l'enfant, d'être celui qui répond premièrement aux besoins de l'enfant, sur le plan administratif, sur le plan éducationnel, sur le plan émotionnel et autres. Cette garde juridique n'enlève pas les droits de l'autre parent. La seule chose dont l'autre parent ne jouit pas, en réalité, c'est d'avoir ses enfants par devers lui tous les jours comme celui qui en a la garde. Parce qu'aujourd'hui, si vous décidez de sortir du territoire avec un enfant sans l'autorisation de son autre parent, fût-il le père que la mère, d'accord, ce dernier pourra faire valoir ces arguments-là. Parce qu'en réalité, la garde, vous l'avez là, sur le territoire. La garde juridique, vous l'avez là sur le territoire. Le parent qui a la garde juridique de l'enfant devrait obtenir l'autorisation parentale pour voyager avec l'enfant. Après, ce n'est pas des questions contraignantes parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, vu que la présence de l'enfant à vos côtés est protégée et entourée par cette décision de justice. Oui, vous pouvez voyager sans autorisation, mais ne vous dites pas que parce que je peux le faire, j'ai plus de droits. C'est juste ça, c'est sur ça que je voudrais qu'on accentue la question. Ça n'empêche pas, d'accord, au père, par exemple, qui est informé de ce que la mère qui a la garde juridique de l'enfant voyage, de dire, je ne veux pas que vous emmenez mon enfant en Tanzanie. Donc, il peut faire jouer son autorité parentale en estimant que pour quelle ou telle raison, il refuse que son enfant sorte du territoire gabonais pour aller à tel ou tel endroit avec la mère. Donc, il est toujours plus prudent d'obtenir l'autorisation parentale avant de faire sortir l'enfant du territoire. Et donc, selon la loi, c'est Mais le jugement de la garde juridique vous confère déjà cette possibilité. Mais là, c'est bien quand on est en accord l'un avec l'autre. Parce que il y a des cas de figure où malheureusement, sans autorisation parentale, vous n'irez nulle part avec l'enfant. et donc, Parce que le père a des droits. d'après ce que vous dites, c'est vrai que la loi prévoit que c'est mieux de demander l'autorisation, mais c'est aussi bien le cas pour la mère que pour le père qui voyage. Toujours. Ok, parce que j'ai l'impression, est-ce qu'il n'y a pas dans la pratique, euh, parce que parfois il y a cette différence entre la loi, ce que dit la loi et la pratique, que souvent les mères auront plus de difficultés à voyager sans autorisation parentale du père, alors il y a des pères, même quand ils sont séparés, ils arrivent à voyager facilement avec leurs enfants mineurs sans avoir demandé l'autorisation de la mère. Vous conviendrez aisément déjà que la plupart des enfants portent les noms de leur père. Mhm. Exactement. Donc, il est plus facile pour un père qui voyage avec son enfant, qui présente justement un passeport qui porte le même nom que l'enfant, de passer facilement. Mais en réalité, non. Il faudrait que le père, qui n'est pas le mari de la mère, Mhm. ait l'autorisation de la mère pour voyager avec l'enfant. Tout à fait. Le cas est naturellement différent. Le cas est différent lorsque c'est le père qui est le mari de la mère qui décide de voyager avec l'enfant. Il n'a pas besoin d'avoir sur lui l'autorisation de la maman. Mais lorsque vous êtes le père, vous voyagez avec l'enfant, dont la mère n'est pas votre épouse, vous devez avoir l'autorisation parce que l'autorité parentale est assurée par les deux. Tout à fait. Très bien. Merci pour la clarification. Donc, il nous reste 5 minutes. J'ai encore une question. Bon, pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à nous envoyer vos dernières questions dans les commentaires et on fera du mieux qu'on peut pour les poser à notre expert. Donc, une dernière question, c'est y a-t-il un montant, on va dire, standard pour la pension alimentaire?
Il n'y a pas de montant standard. Le législateur prévoit que c'est selon les ressources, d'accord, financières, les moyens dont dispose chacun. Lorsque vous venez solliciter devant le tribunal la pension, la condamnation de l'autre parent à vous payer une pension alimentaire, on tient naturellement compte, un, des besoins de l'enfant et des moyens dont dispose le parent dont vous sollicitez la pension alimentaire. Toujours en gardant à l'esprit que la pension alimentaire consiste en la part de chacun. Donc, c'est 50%. Vous ne pouvez pas, on le voit souvent, venir devant le tribunal pour les mères, solliciter une pension alimentaire qui couvre, j'ai envie de dire, qui couvre tous les besoins de l'enfant et vous occultez, vous, votre responsabilité. C'est la part de chacun dans l'éducation, l'entretien et la santé de l'enfant. Donc, il n'y a pas de montant, de montant standard. Le montant de la pension alimentaire correspond premièrement aux besoins de l'enfant et deuxièmement aux moyens dont dispose chaque parent. Très bien. Donc, 2 critères pour déterminer le montant. Très bien. Donc, je vois qu'on n'a plus d'autres questions dans le live, dans les commentaires. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette discussion. Et merci beaucoup, Maître. C'est vrai que si on devait garder, quelles seraient les règles de base ou les conseils de base à garder? Moi, ce que j'ai en tête, c'est que tout d'abord, dans tous les cas, pour le législateur, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime tout le temps. Que les deux parents ont cette autorité parentale partagée. Et si ça se passe bien, l'idéal, c'est pour les parents de trouver un accord sur la question de la garde des enfants. Et si ce n'est pas possible, alors c'est important d'aller au tribunal pour faire légaliser la décision ou ce qui aura été décidé pour se répartir la garde des enfants et la question de la pension alimentaire. Exactement. Attendez, on a vite reçu deux dernières questions. Si quelqu'un est désigné tuteur légal de l'enfant, cela prive-t-il les parents de leurs droits? Ah, ça c'est une question intéressante aussi. Alors, il y a la question de la délégation de l'autorité parentale. Comme cela se dit, si vous déléguez à un tiers votre autorité parentale sur l'enfant, c'est ce tiers-là qui répond désormais de l'enfant et pas vous. Mais ça, c'est la délégation. La délégation ne vous prive pas, contrairement à la question de la personne, le tuteur légal est celui qui répond devant toute instance de l'enfant. Oui, ça prive les parents de leurs droits à ce moment parce qu'en réalité, ils se sont détachés de leurs droits et les ont conférés à une tierce personne. Donc, du coup, celui qui en devient tuteur légal est celui qui répond pour l'enfant sans que le parent puisse intervenir. La délégation, lorsque vous le faites, vous pouvez récupérer. Je vous ai délégué pour un temps, d'accord, je peux récupérer, j'ai le dernier mot, si je puis le dire ainsi, sur l'enfant. Mais le tuteur, c'est différent. Lorsque vous confiez un enfant à une tierce personne sur la base d'un jugement de tutelle, c'est cette personne qui devient, entre guillemets, le parent de l'enfant. Ok, et j'imagine que pour, on va dire, inverser la décision, bon, déjà pour que quelqu'un soit désigné comme tuteur légal, il faut qu'il y ait une décision de justice. Et pour que l'autorité parentale revienne aux parents à nouveau, il faudra une nouvelle décision de justice. C'est toujours la même chose. Tout à fait, exactement. Très bien, mais c'était notre dernière question. Donc oui, comme j'avais dit, les points principaux que j'avais retenus, c'était l'importance que pour le législateur, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime, que l'autorité parentale est partagée de manière égale entre le père et la mère. L'idéal pour les enfants, c'est que les parents trouvent un accord sur la garde, sur le processus de garde, et que si ce n'est pas le cas, il vaut toujours mieux aller dans un tribunal pour pouvoir légaliser la situation,
régulariser pour ne pas Ok. rester dans une situation de fait qui vous rend aussi plus vulnérable. Exactement, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres points que vous aimeriez ajouter? Ben, je pense que pour ce qui concerne la question de la garde juridique, on a un peu fait le tour. Je crois que, en tout état de cause, je réitère que le service public, il est ouvert, d'accord, à tout justiciable qui se retrouve à tout le moins lésé dans ses droits. D'accord? Vous pouvez vous rapprocher d'un avocat comme vous pouvez vous rapprocher du service du greffe de la famille au niveau du tribunal lorsque, pour les pères, parce que c'est généralement eux qui se plaignent d'avoir moins de droits que les mères, ce qui n'est pas du tout le cas. Si vous n'avez pas la possibilité de voir votre enfant, si vous n'avez pas la possibilité de jouir de votre droit de visite et d'hébergement, vous saisissez le tribunal qui, naturellement, fera droit à votre demande en tenant compte autant des besoins de l'enfant que des moyens que vous avez à votre disposition. Il en est de même pour la femme qui subvient toute seule aux besoins de son enfant alors que le père est présent ou quand même bien il est absent, elle a la possibilité de saisir le tribunal, pas de demander à ses parents de s'en occuper à sa place, d'accord, puisque eux n'exercent aucunement d'autorité parentale sur les enfants. Vous devez vous rapprocher du président du tribunal pour que le père soit condamné à payer la pension alimentaire à l'enfant. Voilà. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces Merci à informations, pour tous ces éclairages. Et merci aux internautes de nous avoir suivis. Donc, nous vous tiendrons informés pour le prochain live que nous organiserons. Et nous sommes impatients de recevoir vos questions et vos commentaires. Donc, merci à tous et passez une bonne après-midi et un bon week-end.